Bien entendu, si l'on fait toutes ces préconisations du CESE, c'est-à-dire un plan de rénovation thermique des bâtiments importants, auquel il faut ajouter un plan d'économie d'énergie et d'économie d'électricité dont j'ai parlé dans la deuxième partie, un développement massifié des énergies renouvelables, on se trouve dans une toute autre situation pour aborder la question du nucléaire. Le nucléaire, c'est 75% de notre production d'électricité aujourd'hui. Il faut le réduire, donc, d'après la loi, puisqu'on est dans le cadre de la loi, là, je reste dans ce cadre pour l'instant, à 50%. C'est évidemment tout à fait possible, compte tenu de toutes les préconisations que j'ai avancées auparavant. Le nucléaire arrive en fin de cycle industriel. Aujourd'hui, le nouveau nucléaire, les EPR comme l'EPR de Flamanville, il est beaucoup plus cher que le développement des énergies renouvelables. Et il est risqué. Prolonger les centres, donc, de ce point de vue, il faut arrêter de construire de nouveaux EPR, c'est évident. Il ne faut pas faire rebondir le nucléaire. EDF nous propose néanmoins de prolonger toutes ces centrales nucléaires et de faire par ailleurs des EPR. Alors évidemment, si on pense qu'on est à la fin d'un cycle industriel, qui est celui de 40 ans, il ne faut pas prolonger toutes les centrales. Vu l'inertie des gouvernements sous Hollande, malheureusement, on ne pourra probablement pas, à l'horizon 2025, appliquer la loi. Il faudra lisser dans le temps. Mais ça ne devra pas être la règle générale, ça devra être au cas par cas. Et arriver à 40 ans, évidemment, comme le propose le scénario Watt, par exemple, du réseau de transport d'électricité, qui n'a malheureusement pas été retenu par le maître d'ouvrage dans sa présentation pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans le scénario Watt, on voit qu'on s'approche tout à fait de la possibilité d'un arrêt à 40 ans des centrales nucléaires. Nicolas Hulot avait dit en juillet 2017 qu'il fallait fermer environ 17 réacteurs pour atteindre les 50% de production d'électricité nucléaire. Ça doit être possible, même s'il y aura sans doute un retard dans le temps, et le CESE propose de lisser ça entre 2025 et 2035. La trajectoire Watt, du scénario Watt, qui n'a pas été retenue malheureusement, c'est 70% de renouvelables envisagés en 2035. C'est aussi parallèlement un potentiel de réduction de la consommation électrique dont on a parlé, et à l'horizon 2035 arrive à maturité probablement la technique du power to gaz, où on pourra stocker sous forme de gaz l'électricité excédentaire, par exemple du solaire, pendant l'été. Et ça de façon intersaisonnière. Alors, le maître d'ouvrage nous propose de développer à la fois, curieusement, dans sa contribution, les énergies renouvelables, de façon importante, selon la loi, comme je l'ai rappelé, et de diminuer à minima les centrales nucléaires. On ne sait pas si, à part les 2 réacteurs de Fessenheim, il y aura d'autres fermetures. EDF ne l'entend pas ainsi. EDF veut prolonger toutes ces centrales, à part la fermeture de 2 réacteurs à Fessenheim. Là se pose un gros problème parce qu'on va être en surcapacité, en capacité excédentaire de production d'électricité. Si on additionne ce que vont produire les énergies renouvelables, dans le cadre en plus d'une baisse de la consommation d'électricité que RTE acte comme structurelle et non pas conjoncturelle, et ça c'est une très bonne nouvelle liée à l'efficacité énergétique qui monte, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette électricité si on garde nos 63,5 gigawatts de nucléaire, plus cette production d'électricité renouvelable, et qui a une baisse, par ailleurs structurelle, dit RTE, de la consommation d'électricité. Eh bien, il y a 2 scénarios, les 2 seuls malheureusement qui ont été obtenus dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, le scénario Volt et le scénario Ampère, qui proposent de fermer très peu de centrales nucléaires et qui proposent, s'il y a capacité excédentaire, eh bien, tout simplement d'exporter massivement l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires, de la production de 20 réacteurs nucléaires, notre excédent en Europe. Mais les autres pays d'Europe, que font-ils? Commencer par l'Allemagne, qui va baisser aussi son charbon et qui va augmenter considérablement, 66% dit-elle, l'énergie renouvelable en 2035. Elles font la même chose, elles sont exportatrices. C'est pour exporter vers des pays où on n'est pas bien interconnecté, comme c'est le cas d'Angleterre, c'est matériellement très difficile et très onéreux. Et si c'est pour exporter vers les autres pays limitrophes qui eux-mêmes, sur la plaque ouest de l'Europe, vont être en capacité également
de grosse production d'électricité, ça n'a pas tout à fait de sens économique, et donc ça pose un problème de rentabilité des prolongations dans le cadre de marchés européens, tous excédentaires. On a au moins 8 à 10 gigawatts à minima d'excédent dans ce projet, ce qui paraît assez curieux sur le plan économique, parce que ça fait baisser les prix et donc la rentabilité, y compris des centrales nucléaires. Et puis il y a d'autres risques dans cette fuite en avant d'EDF, c'est les risques liés à la vétusté de nos centrales qui, effectivement, vieillissent, d'une indisponibilité longue aussi au moment des travaux du grand carénage. On ne peut pas faire confiance à EDF sur les délais et sur les coûts, puisqu'ils se sont trompés 3 fois. Ils se sont trompés sur l'EPR, il devait coûter 3,3 milliards, il coûte 10,5 milliards aujourd'hui, et il n'est pas encore ouvert, finalisé. Il devait ouvrir en 2012, nous sommes en 2018, il n'ouvrira pas avant 2019. La centrale, la plus vieille centrale de France, la centrale de Brennilis en Bretagne, devait être totalement rénovée, c'est abandonné. Paluel, où on a fait de gros travaux, on a vu qu'il y avait un générateur qui était tombé, que le coût s'était envolé. Donc on a un problème de coût, de disponibilité et de risque d'indisponibilité beaucoup plus longue que prévu, avec des problèmes peut-être génériques sur les réacteurs, voire sur les parties qu'on ne peut pas changer, y a-t-il ou non des fissures, abures, comme certains le disent, et donc un pari terriblement risqué de prolongation de nos centrales, de toutes nos centrales, même s'il faut en prolonger probablement, vu l'inertie de l'action gouvernementale précédente, quelques-unes. Et puis il y a ce mur d'investissement, évidemment, qui est très important, 100 milliards, dit la Cour des comptes, un programme d'économie d'électricité, un programme de développement massifié des énergies renouvelables, un programme d'efficacité énergétique dans nos bâtiments, dans le résidentiel et le tertiaire, serait certainement moins coûteux. Il est en tout cas urgent de fixer une trajectoire. L'arrêt à 40 ans de nos centrales, qui ont été faites pour ça, doit être la règle, avec peut-être des exceptions possibles. Et on doit aller vers la fermeture de 17 réacteurs. Ça, c'est un point très important. Pour conclure, je rappellerai qu'en Allemagne, qui est un pays beaucoup plus décentralisé, où les Länder, les régions ont un poids, et beaucoup plus démocratique aussi sur l'énergie, puisqu'il y a beaucoup de coopératives de citoyens, nous montrent la voie. En France, nous souffrons de ce nucléaire comme verrou, bien entendu, mais nous souffrons aussi du centralisme qui va avec. Et j'observe que le 18 mars dernier, à Rennes, dans le cadre d'Energy City, des grands maires de France, aussi bien Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, que Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, 3 grandes villes, 3 tendances politiques différentes, ont fait des propositions au gouvernement en lui demandant une loi de décentralisation et de démocratisation de l'énergie liée à la loi de transition énergétique, pour la compléter. Et ça, c'est très important parce qu'il faut changer de modèle de société. Nous sommes dans un modèle de société nucléarisé, centralisé, où les citoyens n'ont pas leur mot à dire. Et changer de modèle de société, c'est décentraliser avec des réseaux adaptés au niveau basse et moyenne tension, ce qui suppose aussi qu'Enedis s'y mette et ne renfloue pas les caisses d'EDF qui a de grosses difficultés financières et puisse investir dans l'adaptation de ces réseaux. Ça suppose aussi que les citoyens, sous la forme de coopératives, comme en Allemagne, dans leur commune, dans leur village, voire dans leur quartier, s'il est important, puissent effectivement avoir des projets photovoltaïques, éoliens, mais aussi, j'en ai peu parlé, sur les fonds chaleur. Ça, c'est tout à fait important, cette démocratisation et cette décentralisation. Et puis, évidemment, il y a les changements de comportement qui doivent accompagner tout ce qui a été dit, et qui renvoie à ce que l'on appelle, en dehors de l'efficacité énergétique, à une certaine sobriété énergétique, car il y a toujours le risque d'effet rebond, même avec les économies d'énergie, si nos concitoyens ne prennent pas en charge, y compris au niveau de leur consommation individuelle, cette idée fondamentale qu'il ne faut pas dérégler le climat. On n'a pas d'abondance énergétique comme ça, peu coûteuse à portée de main, qu'il y a des efforts à faire et à partager entre tous, à commencer par les plus riches, car on retrouve au niveau d'un certain mode de vie ostentatoire des plus riches, grands pavillons,
ville pavillonnaire étendue, voire l'American Way of Life, avec voitures particulières de plus en plus grosses, on retrouve un mode de vie, évidemment, et des inégalités qui sont totalement opposées à ce que la transition énergétique suppose d'efforts des pouvoirs publics, je l'ai dit d'abord, mais aussi de nous tous.